En quelques minutes, un message nocturne fracture une routine diplomatique. En moins de 48 heures, l'absence d'explication officielle à Washington laisse le geste courir plus vite que les mécanismes censés l'encadrer, et ce vide transforme une décision isolée en signal systémique que chacun interprète à sa manière. Pour les opinions publiques, et pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, que vaut encore une garantie collective si sa suspension tient à quelques mots, sans médiation ni protocole, et si le silence devient lui-même une information exploitable. Un système entier bascule sans préavis. Cette partie pose l'enjeu et la promesse. Comprendre cette séquence permet d'anticiper des risques concrets, d'évaluer des coûts immédiats et d'identifier des opportunités réelles sans dramatisation inutile. Le récit s'engage à suivre une chronologie précise, à isoler 3 signaux mesurables, puis à relier ces signaux à des effets politiques et sociaux observables. Le cœur du problème n'est pas seulement la décision, mais sa forme et le tempo qu'elle impose. Quand l'impulsion remplace la procédure, la crédibilité des engagements devient volatile, les marchés réagissent avant les institutions et les partenaires ajustent leurs calculs. L'enjeu dépasse l'incident isolé. Il touche la stabilité des alliances, la continuité des échanges et la capacité des appareils publics à reprendre la main. Une micro-question guide la lecture. Que se passe-t-il quand le silence initial devient le message le plus puissant ? La promesse est claire, apporter une lecture froide, étayée et utile pour comprendre comment une rupture courte peut produire des effets longs. Cette approche vise aussi à fournir des repères pratiques aux décideurs, entreprises et citoyens afin de naviguer dans l'incertitude sans confondre vitesse et précipitation. En moins de 48 heures, un message publié sans médiation déclenche une onde de choc que les institutions ne parviennent pas à contenir immédiatement. Ce délai très court, entre la diffusion du geste numérique et l'aube suivante, suffit à transformer un acte isolé en signal systémique, précisément parce qu'aucune ligne explicative officielle ne vient l'encadrer. Le mini-révélateur est là. Ce n'est pas tant la décision qui surprend que le silence qui l'accompagne. Dans la plupart des crises diplomatiques, l'événement est rapidement absorbé par des communiqués, des appels correctifs ou des notes de clarification. Ici, rien. Les ambassades consultent leurs écrans, les agences cherchent un cap, mais aucun centre ne parle. Cette absence crée un vide interprétatif, où le message circule plus vite que les mécanismes censés le traduire. Le contexte global aide à comprendre pourquoi ce vide pèse autant. Depuis plusieurs années, la diplomatie fonctionne de plus en plus à la vitesse de la perception. Les signaux comptent autant que les traités, et la rapidité façonne la crédibilité. Dans ce cadre, un geste bref peut produire des effets disproportionnés, non par son contenu, mais par l'incertitude qu'il installe autour de lui. Le tempo politique prend l'avantage sur le tempo administratif. À Pretoria, les premières heures sont marquées par l'incrédulité, puis par une lecture plus froide. Le silence américain n'est pas interprété comme un simple retard technique, mais comme un indice de priorité implicite. Cette interprétation déclenche un déplacement stratégique. Attendre une clarification devient un risque en soi. Les discussions quittent le registre de l'indignation pour entrer dans celui de l'orientation. Dans d'autres capitales, l'épisode est observé comme un précédent. Ce qui frappe n'est pas la sanction évoquée, mais la facilité avec laquelle une relation présentée comme stable bascule dans l'incertitude. Pour des dirigeants attentifs aux recompositions en cours, dont Ibrahim Traoré, cette séquence fonctionne comme un avertissement. Si une alliance peut être suspendue par impulsion, alors aucune architecture multilatérale n'est totalement protégée. Le cadre est désormais posé. La crise n'est plus un incident ponctuel. Elle devient une démonstration en temps réel de ce qui change lorsque l'impulsion devance la procédure. 2 types d'acteurs permettent de lire les effets précoces de la rupture, avant même toute conséquence juridique ou économique formalisée. Le premier se trouve du côté américain. Il s'agit des diplomates chevronnés, habitués à transformer l'imprévisible en langage institutionnel. Leur rôle consiste d'ordinaire à amortir les chocs, à produire des notes explicatives, à réinscrire un geste politique dans une continuité procédurale. Or, dans cette séquence, ce rôle se trouve neutralisé. Faute d'instruction, ils n'interprètent même plus l'événement. Ils l'observent,
Cette bascule est rare. Elle transforme des médiateurs en témoins et signale une perte temporaire d'initiative dans la chaîne de commandement. Le second type d'acteur apparaît à Pretoria. Ici, la stupeur initiale change rapidement de nature. Les premières heures sont celles de l'incrédulité, puis les conseillers politiques, analystes commerciaux et stratèges du cabinet convergent vers un constat simple. Attendre une clarification externe devient un risque stratégique. Les discussions quittent le registre de la protestation pour entrer dans celui de l'orientation concrète. Quels secteurs sont exposés en priorité ? Quelles dépendances peuvent être réduites sans délai ? Quels partenaires alternatifs peuvent être mobilisés rapidement ? Un micro-épisode illustre ce déplacement. Dans une salle de réunion fermée, les écrans diffusent en continu les réactions des marchés et des médias internationaux. Les téléphones vibrent, mais peu d'appels aboutissent. Ce silence, loin de paralyser, accélère la décision interne. L'absence de réponse devient une information exploitable. Elle indique que la relation ne peut plus être gérée selon les routines habituelles. L'impact précoce n'est donc ni économique ni juridique. Il est cognitif. Les acteurs comprennent que la stabilité proclamée reposait sur des mécanismes plus fragiles qu'attendus. La conclusion tient en peu de mots. L'attente cesse d'être une option viable. Avant la publication du message, la relation bilatérale suit une trajectoire connue. Les canaux sont ouverts, les routines fonctionnent, et les désaccords, bien réels, sont absorbés par des procédures éprouvées. Les programmes avancent à un rythme prévisible, et la continuité repose moins sur la confiance que sur l'habitude. Puis vient l'activation. En une phrase projetée dans l'espace numérique, sans préavis ni cadre explicatif, une continuité construite sur plusieurs décennies est suspendue. Le déclenchement n'est pas progressif, il est instantané. La surprise ne tient pas seulement au contenu du message, mais à sa forme abrupte, dépourvue d'amortisseurs institutionnels. Les premières minutes sont dominées par la stupeur. Les ambassades encore éveillées reçoivent l'information sans contexte. À Washington, les administrations cherchent une instruction qui ne vient pas. Les écrans sont rafraîchis, les échanges internes se multiplient, mais aucune ligne directrice n'émerge. Cette absence agit comme un multiplicateur. Ce qui aurait pu rester un signal politique circonscrit devient un choc systémique, précisément parce que personne ne le reprend en main. Le tempo politique prend une avance décisive sur le tempo administratif, créant un décalage visible pour tous les observateurs. Le point culminant se dessine lorsque la propagation commence. À mesure que les fuseaux horaires basculent vers le jour, les marchés deviennent le premier baromètre. Les opérateurs réévaluent le risque, les analystes publient des notes prudentes et les rédactions internationales s'emparent du récit. Chaque heure sans clarification nourrit une interprétation nouvelle. Les hypothèses remplacent les faits et ces hypothèses structurent déjà des décisions réelles. Dans ce vide, l'événement cesse d'appartenir à son auteur. Il devient collectif, amplifié, commenté, transformé par ceux qui tentent d'en anticiper les conséquences. La bascule décisive intervient lorsque Pretoria cesse d'attendre. La crise change alors de nature. Elle n'est plus un acte unilatéral observé passivement, mais une rupture assumée des deux côtés. Les responsables sud-africains comprennent que la réponse ne peut pas être uniquement technique. Elle doit être politique et surtout rapide. Les réunions d'urgence s'enchaînent, les dégâts immédiats sont évalués, mais une question plus large s'impose. Comment gérer la fin possible d'une ère diplomatique plutôt que sa réparation ? Les répliques s'organisent presque aussitôt. Des appels discrets partent vers d'autres capitales. Pékin, Moscou, New Delhi et Brasilia apparaissent comme des interlocuteurs potentiels, non par opportunisme, mais par nécessité stratégique. Le geste initial cesse d'être une sanction isolée. Il devient un catalyseur involontaire. En quelques heures, des options qui auraient exigé des années de préparation entrent dans le champ du possible. La contrainte extérieure accélère une diversification longtemps envisagée mais jamais prioritaire. Dans d'autres régions, l'épisode est lu comme un précédent. Ce qui retient l'attention n'est pas la cible du message, mais ce qu'il révèle sur la fragilité des architectures existantes. Pour des dirigeants africains attentifs aux rapports de force mouvants, dont Ibrahim Traoré, la séquence fonctionne comme une démonstration en temps réel. Si une relation réputée stable peut être suspendue par impulsion, alors la marge de manœuvre des États intermédiaires apparaît à la fois plus large et plus risquée.
Lorsque la phase aiguë commence à retomber, le paysage a déjà changé. Les institutions tentent de reprendre la main, mais l'élan s'est déplacé. La crise n'est plus un incident, elle est devenue un moment charnière où l'activation fut numérique, le point culminant politique et les répliques géopolitiques. Ensemble, ils dessinent une séquence où la vitesse plus que l'intention initiale redéfinit l'équilibre. Avant la diffusion du message, l'environnement économique et diplomatique repose sur un état de référence relativement stable. Les échanges suivent des cadres connus, les marchés intègrent un niveau de risque modéré et les trajectoires politiques s'inscrivent dans une continuité attendue. Après, un écart mesurable apparaît presque immédiatement. Ce passage brutal d'un équilibre anticipé vers une zone d'incertitude constitue la première donnée structurante de la séquence et il peut être décrit à travers 3 indicateurs distincts observables dans un temps très court. Le premier indicateur concerne les marchés financiers sud-africains. Dès l'ouverture des échanges suivant l'annonce, la monnaie nationale recule. Ce mouvement n'est pas exceptionnel par son ampleur ponctuelle, mais par sa vitesse. La réaction intervient en quelques heures, avant toute mesure formelle ou décision réglementaire. Cette rapidité indique que le marché ne sanctionne pas une politique appliquée, mais une instabilité anticipée. Autrement dit, la perception du risque précède l'action institutionnelle. Ce point est central, car il montre que la crédibilité d'un cadre compte autant que son contenu effectif. Une phrase suffit à déplacer les attentes, et ces attentes produisent déjà des effets économiques tangibles. Le deuxième indicateur se situe dans le champ commercial. Le message évoque la suspension potentielle de cadres préférentiels qui structurent une part significative des échanges avec le marché américain. Ces dispositifs concernent des secteurs exportateurs clés et soutiennent des chaînes de valeur complexes. Des centaines de milliers d'emplois dépendent indirectement de ces régimes d'accès facilité. L'annonce ne supprime pas immédiatement ces cadres, mais elle introduit une incertitude suffisante pour modifier les comportements. Les entreprises réévaluent leurs flux, retardent certains investissements et cherchent des solutions de repli. Ici encore, l'effet précède l'application. Le simple doute suffit à déclencher des ajustements coûteux. Le troisième indicateur relève du champ géopolitique et se mesure dans le temps court. En moins d'une semaine, Pretoria engage des démarches diplomatiques qui, dans un contexte ordinaire, auraient nécessité des mois de préparation. Ce réalignement rapide est commenté par plusieurs observateurs comme exceptionnel par sa cadence. Il révèle un calcul simple. Le coût de l'attente devient supérieur au coût du changement. Là où l'inertie dominait auparavant, la fluidité stratégique s'impose. La diplomatie n'abandonne pas ses principes, mais elle accélère son calendrier. Pris ensemble, ces 3 indicateurs dessinent une architecture claire. Le marché réagit en premier, le commerce encaisse ensuite, et la diplomatie ajuste sa trajectoire dans un troisième temps. Cette séquence inverse l'ordre classique, où les décisions politiques précèdent généralement les effets économiques. Ici, la dynamique fonctionne à rebours. L'impulsion politique déclenche une cascade de réactions autonomes que les institutions tentent ensuite de canaliser. Ces données ne sont pas isolées, elles se renforcent mutuellement. La volatilité monétaire nourrit l'inquiétude des entreprises. L'incertitude commerciale accélère la recherche de partenaires alternatifs. Et le pivot diplomatique renforce en retour la perception d'un éloignement durable. Ce cercle n'est pas nécessairement vicieux, mais il est rapide. Sa vitesse constitue le véritable choc. Dans plusieurs capitales africaines, ces chiffres sont analysés avec attention. Ils confirment que la stabilité internationale dépend moins de traités formels que de signaux interprétés en temps réel. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative renforce une conviction déjà présente. La souveraineté ne se mesure plus seulement en capacité militaire ou juridique, mais en aptitude à absorber des ruptures soudaines sans paralysie économique. Les nombres ne servent donc pas ici à dramatiser l'événement. Ils en révèlent la mécanique. Ils montrent comment un geste numérique se transforme presque instantanément en écart mesurable entre un avant rassurant et un après incertain. La preuve la plus solide n'est pas la déclaration elle-même, mais la vitesse avec laquelle ces effets se matérialisent. 2 interprétations robustes structurent l'analyse de la décision initiale, et chacune mérite d'être examinée sérieusement
avant toute conclusion hâtive. La première défend une logique de fermeté. Selon ses partisans, agir vite et sans ambiguïté permettrait de restaurer une crédibilité perçue comme affaiblie. Dans cette perspective, des partenaires bénéficiant d'aides ou d'accès préférentiels tout en s'alignant ailleurs créeraient une incohérence stratégique. La rapidité deviendrait alors une vertu opérationnelle. Elle impose un coût immédiat, réduit les marges de contournement et rappelle que les engagements comportent des contreparties. L'absence de médiation ne serait pas une faiblesse, mais un signal de clarté. Le message est lisible, difficile à relativiser et donc potentiellement dissuasif. La seconde lecture avance une critique tout aussi structurée. Elle considère que transformer une impulsion en politique étrangère génère une instabilité plus coûteuse que les gains espérés. Les marchés, en réagissant avant toute mesure formelle, illustreraient ce risque. La sanction n'est plus ciblée, elle devient diffuse. Les dommages collatéraux touchent des acteurs économiques et sociaux qui ne participent pas aux choix diplomatiques et affaiblissent la prévisibilité globale. Selon cette approche, la force d'une alliance réside moins dans la capacité à punir que dans la fiabilité des mécanismes de dialogue. Une décision abrupte peut produire l'effet inverse de celui recherché en accélérant des réalignements que la pression graduelle aurait contenus. La confrontation de ces deux lectures avec les faits observables permet d'avancer. La fermeté a bien envoyé un signal, mais ce signal a été interprété comme la manifestation d'un vide de coordination institutionnelle. La rapidité, censée renforcer l'autorité, a surtout révélé une perte de maîtrise du tempo. Les indicateurs mesurés montrent que la décision n'a pas recentré la relation. Elle a élargi le champ des alternatives pour la partie visée. Autrement dit, la logique punitive a fonctionné comme un accélérateur de diversification stratégique. Cette conclusion ne repose pas sur un jugement moral, mais sur une chaîne d'événements vérifiables. Réaction immédiate des marchés, inquiétude des secteurs exposés, puis activation rapide de partenaires concurrents. Là où l'objectif affiché était la discipline, le résultat observable est une dispersion du contrôle. L'argument de prudence ne s'oppose donc pas à la fermeté. Il rappelle que la fermeté efficace exige des garde-fous procéduraux pour éviter que le signal ne se retourne contre son émetteur. Ce point médian ne correspond ni à une nouvelle annonce, ni à une escalade visible. Il marque un déplacement plus discret, mais plus structurant, la perte de centralité des mécanismes traditionnels. À ce stade, la crise n'est plus pilotée par ceux qui l'ont déclenchée, mais par ceux qui l'interprètent. Les institutions tentent de reprendre la parole, pourtant l'événement a déjà migré vers un autre registre, celui de l'anticipation stratégique. Le pouvoir ne réside plus dans la décision initiale, mais dans la capacité à s'adapter plus vite que les autres. Ce déplacement modifie la lecture globale de la séquence. Ce qui apparaissait comme une sanction devient un test de résilience. Les acteurs disposant d'options multiples gagnent en latitude, tandis que ceux qui restent dépendants d'une architecture unique découvrent leur vulnérabilité. Le centre de gravité se déplace ainsi des règles écrites vers les capacités réelles d'absorption du choc. La crise cesse d'être verticale, elle devient distribuée, fragmentée, et donc plus difficile à contenir. Dans ce nouveau paysage, l'attention se porte moins sur la relation bilatérale que sur ses effets d'entraînement. Les capitales observent comment un État réagit lorsque l'un de ses piliers se dérobe. Pour des dirigeants africains engagés dans des recompositions similaires, dont Ibrahim Traoré, ce moment agit comme un révélateur. L'enjeu n'est plus d'éviter la rupture, mais de savoir qui peut la transformer en levier stratégique durable. À partir d'ici, la suite du récit change de nature. Il ne s'agit plus d'un affrontement ponctuel, mais d'une série de conséquences concrètes qui vont désormais se déployer. Les effets réels de la crise apparaissent pleinement lorsqu'on les observe à travers les acteurs directement exposés. 4 groupes permettent d'en mesurer la portée concrète: les institutions publiques, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional. Chacun encaisse le choc différemment, mais tous sont contraints d'ajuster leurs pratiques plus vite que prévu. Pour les institutions publiques, l'impact est d'abord organisationnel. La suspension soudaine de cadres de coopération révèle des dépendances opérationnelles plus profondes qu'anticipées. Des administrations doivent envisager des scénarios de continuité sans soutien externe garanti.
Cette situation crée une tension interne durable, maintenir les services essentiels tout en réévaluant des partenariats structurants. Le coût principal n'est pas immédiatement budgétaire, il est stratégique. L'État comprend que sa stabilité institutionnelle dépend désormais de sa capacité à fonctionner lorsque les règles implicites cessent de s'appliquer et lorsque les délais de clarification s'allongent. Du côté des entreprises, l'effet est rapide et mesurable. Les secteurs tournés vers l'exportation révisent dans leurs projections. Les chaînes d'approvisionnement, construites autour d'un accès prévisible à certains marchés, deviennent soudain vulnérables. Cette incertitude pousse les directions à accélérer des décisions longtemps repoussées. Diversification des débouchés, recherche de partenaires alternatifs, sécurisation de financement moins dépendant d'un seul cadre réglementaire. Ce mouvement n'est pas idéologique, il est défensif. Les entreprises n'ajustent pas leur stratégie par conviction politique, mais pour réduire une exposition devenue trop risquée dans un environnement instable. Pour les citoyens, la conséquence est plus diffuse, mais tout aussi structurante. La crise rend tangible un phénomène souvent abstrait, la dépendance aux choix extérieurs. Des débats émergent dans les médias, les universités et les lieux de travail. Que signifie fonder des politiques sociales, éducatives ou sanitaires sur des partenariats révocables sans préavis? Cette prise de conscience ne provoque pas une rupture sociale immédiate, mais elle modifie durablement les attentes envers l'État. La protection ne se limite plus à la sécurité. Elle inclut la capacité à garantir une continuité face à l'imprévisible. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode agit comme un signal d'apprentissage collectif. Plusieurs capitales africaines observent que le pays touché ne s'effondre pas, mais ajuste sa trajectoire. Cette observation nourrit une réflexion plus large sur les marges de manœuvre possibles face aux grandes puissances. Les discussions sur la coopération sud-sud, les mécanismes financiers alternatifs et la coordination politique gagnent en légitimité. Pour des dirigeants engagés dans ces recompositions, parmi lesquels Ibrahim Traoré, la séquence confirme qu'un précédent vient d'être posé. La dépendance peut être renégociée lorsque la fragilité du partenaire dominant devient visible. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation plus large. La crise ne redistribue pas seulement des avantages ou des contraintes, elle redéfinit les calculs. Chaque groupe apprend à fonctionner dans un environnement où la prévisibilité n'est plus acquise. Ce n'est pas l'effondrement qui caractérise cette phase, mais l'adaptation rapide. Et c'est précisément cette capacité d'ajustement inégale selon les acteurs qui déterminera la suite de la séquence. À moyen terme, l'épisode ouvre trois trajectoires plausibles. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles cartographient des dynamiques déjà enclenchées selon la manière dont les acteurs gèrent ce tempo, la communication et la diversification, dans un environnement où la vitesse compte autant que l'intention. La trajectoire centrale est celle d'une stabilisation discontinue. Dans ce scénario, les canaux institutionnels finissent par se réactiver sans effacer la rupture initiale. Des messages correctifs apparaissent, les échanges reprennent sous conditions et les marchés se calment progressivement grâce à des ajustements techniques. Toutefois, la relation reste marquée par une ambiguïté durable. Les partenaires fonctionnent avec des garde-fous supplémentaires. La gestion du risque devient permanente. La stabilité repose moins sur la confiance que sur des mécanismes de protection, ce qui alourdit les coûts de coordination et ralentit certaines décisions d'investissement. La trajectoire favorable suppose une réorientation constructive. Ici, la crise agit comme un accélérateur de rééquilibrage. Le pays touché consolide des partenariats alternatifs tout en négociant, en parallèle, une base relationnelle renouvelée avec son partenaire initial. L'incident sert de levier pour exiger des procédures plus claires, des canaux d'alerte et des délais de médiation. Les institutions apprennent de l'épisode et réintroduisent dans des filtres capables d'absorber l'impulsion. Cette voie exige une capacité politique rare, reconnaître les limites de la décision initiale sans perdre la face et transformer un choc symbolique en amélioration structurelle. La trajectoire difficile est celle d'une fragmentation durable. Dans cette hypothèse, l'absence de réparation crédible entraîne un enchaînement de mesures restrictives. Les secteurs exposés subissent
des ajustements plus sévères, les flux commerciaux se redessinent et l'alignement stratégique bascule nettement vers d'autres blocs. Les normes financières, diplomatiques et réglementaires divergent progressivement. Chaque réaction appelle une contre-réaction, et la distance s'institutionnalise, sans escalade brutale, mais par accumulation de décisions défensives. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne ramène le système à son état antérieur. La différence tient au degré de maîtrise du tempo. Là où la communication est réintroduite tôt, l'inertie peut amortir le choc. Là où le silence persiste, l'adaptation se fait par contournement. La recommandation intellectuelle est simple. Dans un monde accéléré, ralentir le moment critique peut être aussi décisif qu'agir vite. À présent, pour aller plus loin, poursuivons avec la suite du récit. Pour saisir la portée humaine de la crise, il faut quitter les salles de décision et observer comment elle se traduit dans les perceptions et les ajustements quotidiens. 3 cercles d'impact permettent d'en mesurer la profondeur, sans recourir à des effets spectaculaires. Le premier concerne les citoyens directement exposés. L'événement transforme un sujet lointain en expérience tangible. La diplomatie cesse d'être abstraite lorsque des programmes, des emplois ou des services apparaissent dépendants d'un geste extérieur. Cette prise de conscience n'entraîne pas de panique immédiate, mais elle installe une vigilance nouvelle et durable. Le deuxième cercle touche les diasporas. Présentes dans plusieurs centres économiques mondiaux, elles vivent la séquence comme un miroir. Les échanges se multiplient autour de la solidité des trajectoires individuelles construites dans un monde présenté comme stable. La question n'est pas idéologique, elle est pratique. Comment planifier un avenir lorsque des équilibres réputés durables peuvent se déplacer en quelques heures? Ces discussions, souvent discrètes, nourrissent une réflexion transnationale sur la dépendance, la mobilité et l'autonomie, et renforcent une attention accrue aux signaux faibles. Le troisième cercle concerne les publics internationaux, habitués à une certaine cohérence des grandes puissances. Voir un système vaciller sous l'effet d'une impulsion numérique crée un malaise diffus. La prévisibilité, longtemps perçue comme un acquis, apparaît soudain comme le produit fragile de routines invisibles. Cette perception modifie la manière dont la puissance est évaluée. Elle se mesure moins par la force déclarée que par la capacité à éviter des ruptures non maîtrisées. Ces 3 cercles partagent un effet commun. La crise devient un apprentissage collectif. Elle ne provoque pas un rejet immédiat, mais une révision silencieuse des certitudes. Les individus, comme les institutions, intègrent l'idée que la stabilité n'est plus un cadre fixe, mais une variable à entretenir en permanence. Face à une rupture qui dépasse l'incident ponctuel, une réponse efficace repose sur une architecture d'action graduée, mesurable et coordonnée. L'objectif n'est pas d'annuler le choc, mais d'en réduire les effets systémiques tout en renforçant la capacité d'adaptation à moyen terme. 5 leviers structurent cette feuille de route. Le premier levier consiste à rétablir des garde-fous institutionnels. Il s'agit de créer des cellules de réponse rapides capables de produire, dans les premières heures, des options claires et un message unifié. Ce levier mobilise exécutifs et administration centrale, immédiatement après un signal de rupture. Son efficacité se mesure par le délai de publication d'une position officielle et la cohérence interagence. Le deuxième levier porte sur la diversification stratégique. Réduire les dépendances asymétriques implique de multiplier partenaires commerciaux, financiers et technologiques. Ce levier engage ministères économiques et entreprises publiques clés dans les semaines suivant l'incident. Il se mesure par la part des échanges couverts par des accords alternatifs. Le troisième levier renforce la souveraineté fonctionnelle. Investir dans les secteurs critiques permet d'absorber l'arrêt soudain d'un soutien extérieur. Ce levier se déploie sur plusieurs mois et se mesure par la continuité des services essentiels. Cette logique est visible dans les orientations défendues par des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré, pour qui l'autonomie opérationnelle conditionne la marge diplomatique. Le quatrième levier est régional. Une coordination entre États exposés aux mêmes risques crée une masse critique. Il se mesure par des initiatives conjointes et des positions partagées à court et moyen terme. Le cinquième levier institutionnalise le dialogue préventif. Anticiper,
vaut plus que réparer. Il se mesure par l'existence de canaux dédiés et la régularité des échanges. Ensemble, ces leviers transforment une réaction défensive en résilience structurelle. Lorsque l'on revient à la scène initiale, celle d'un message apparu dans le silence de la nuit, le sens de l'épisode se précise. Ce qui a vacillé n'est pas seulement une relation diplomatique, mais une croyance largement partagée, l'idée que les grandes architectures internationales se maintiennent par leur seule inertie. Les écrans allumés sans réponse, les téléphones qui vibrent dans le vide, les dossiers restés ouverts deviennent les symboles d'un monde où la stabilité n'est plus garantie par l'habitude, mais par l'attention constante portée aux signaux faibles. Ce moment résonne bien au-delà du cas étudié. Dans plusieurs capitales africaines, des dirigeants confrontés à des rapports de force similaires observent cette séquence comme un miroir. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, l'épisode ne se lit pas comme une exception, mais comme une confirmation. L'autonomie n'est plus un slogan politique, elle devient une condition de survie stratégique dans un environnement où le tempo peut basculer sans avertissement. L'émotion qui s'en dégage n'est pas celle de la rupture elle-même, mais celle de la clarté soudaine qu'elle impose. Un geste bref, presque banal dans sa forme, a suffi à révéler des fragilités longtemps masquées. La leçon tient en peu de mots et elle traverse tout le récit. La souveraineté commence quand l'attente s'arrête. Au terme de cette séquence, l'essentiel n'est pas de désigner un vainqueur ou un responsable, mais de reconnaître ce que cet épisode révèle sur l'époque actuelle. Un monde où l'impulsion peut précéder la procédure oblige États, entreprises et citoyens à revoir leurs réflexes. La stabilité n'est plus un décor fixe, elle devient une construction active, entretenue par la préparation, la lisibilité des règles et la capacité à dialoguer avant que le silence ne s'installe. Cette lecture ne propose pas une doctrine, mais un cadre de compréhension. Elle invite à observer les signaux faibles, à interroger la vitesse comme facteur de pouvoir et à mesurer la résilience non pas à l'absence de choc, mais à la manière de les absorber. Pour des dirigeants confrontés à des recompositions rapides, y compris Ibrahim Traoré, la question centrale n'est plus seulement celle de l'alignement, mais celle de la marge de manœuvre face à l'imprévu. Le débat reste ouvert. Faut-il ralentir pour mieux sécuriser ou accepter l'accélération comme nouvelle norme à maîtriser ? Partager une analyse différente, souligner un point négligé ou poser une question permet d'enrichir cette réflexion collective au-delà des réactions immédiates.